Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Clap de fin pour les assises départementales sur le phénomène de la migration à Djougou. Les rencontres initiées par Mireille Bion Idrissou se sont achevées ce samedi par des recommandations au regard de l'ampleur du phénomène dans le département. Les assises sont sanctionnées par une séance de restitution des résultats des travaux de terrain menés dans les 4 communes de la Donga. Les détails dans un instant. Nous parlerons également de la religion Tronkweto Deka dont les fidèles observent aussi le jeûne au même titre que ceux de l'islam. Comment expliquer ce phénomène et quelles similitudes peut-on établir entre ces deux religions bien distinctes? La réponse dans ce journal. Nous ferons également un tour dans le département du Mono où la période pascale coïncide avec les fêtes identitaires. À Komé, la communauté Wachi a honoré ses retrouvailles autour de l'association dénommée Agbe Signalé, une association qui souffle cette année ses 65 bougies. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Clôture des assises départementales sur le phénomène de la migration à Djougou. Les rencontres initiées par Mireille Bion Idrissou se sont achevées ce samedi 30 mars 2024 par des recommandations au regard de l'ampleur du phénomène dans le département. La cérémonie de clôture est marquée par une séance de restitution des résultats des travaux de terrain menés dans les 4 communes de la Donga avec les différentes composantes de la société. Nous allons suivre. L'immigration massive de la jeunesse de la Donga. Le phénomène de la migration prend des proportions inquiétantes dans la Donga. C'est donc pour mettre un terme à ce phénomène qui prive la région de ses bras valides que les présentes assises départementales sont initiées pour réfléchir afin de trouver des solutions appropriées au flux migratoire. Initiative de Mireille Biao Idrissou, parrainée par le ministre Abdoulaye Biao Tchane. Ces assises font suite à une série de consultations communales organisées dans les 26 arrondissements du département. Elles mobilisent autorités à divers niveaux, sages, responsables d'ONG et la diaspora. Leur mission, faire la restitution des résultats obtenus sur le terrain. Cette initiative entre dans le cadre de nos actions en faveur du développement de notre département que nous avons l'habitude de mener. Et là, entre autres problématiques, entre autres phénomènes qui gangrènent notre département, nous avons donc constaté le flux important de la migration des jeunes vers les pays de la Méditerranée et de l'Europe. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas ne pas en discuter, pourquoi ne pas faire autrement, pourquoi ne pas aller vers la base pour mieux appréhender, mieux comprendre le phénomène et donc initier des pistes de résolution. La présentation des principaux résultats sont suivis de questions-réponses pour permettre à l'assistance de mieux cerner les différents contours du phénomène. Ne vous trompez pas, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ce sera une lutte dure, une lutte de longue haleine. Et il faudra l'abnégation et l'amour de nos frères pour leur département afin que la lutte que nous allons mener ensemble porte ses fruits. Les différents panels animés et débats menés sont assortis de recommandations qui serviront de boussole pour combattre ce phénomène. Nous avons d'abord l'obligation donc de fédérer les efforts, c'est très important de ne pas nous disperser, d'impliquer les autorités locales. Il y a également une recommandation que j'ai vraiment appréciée, celle donc de dire qu'il faut privilégier les résolutions qui donc nécessitent des efforts endogènes, c'est très important. J'interpelle les autorités à divers niveaux à mieux orienter nos jeunes enfants dès le bas âge sur l'auto-emploi, la formation sur l'auto-emploi en créant des écoles professionnelles. Et je crois qu'en ce faisant, nous pouvons mieux encadrer ce phénomène qui est la migration. Avant de se séparer, les participants ont pris l'engagement solennel d'aider l'initiatrice de ces assises à l'atteinte des résultats escomptés. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience ce vendredi le président du Haut Conseil des entrepreneurs de l'espace OADA, une structure née au lendemain du Salon régional des entrepreneurs de l'OADA à Cotonou en juillet 2023. Le Haut Conseil des entrepreneurs dirigé par Justin Ressoussonon
constitue donc une assemblée consultative dont la mission est de mieux organiser les entrepreneurs. Il était donc question de présenter la structure au président de la Cour constitutionnelle et bien évidemment recueillir ses conseils. Nous allons suivre. Le monde des entrepreneurs est composé des artisans, des artistes, des agriculteurs et des commerçants détaillants. Donc, depuis 2010, l'OHADA a pris le traité uniforme du statut de l'entrepreneur. Et les entrepreneurs doivent quand même œuvrer pour le développement de chaque pays. C'est le Bénin qui a enregistré le premier entrepreneur en 2015. Et comme après la création de ce Haut Conseil des entrepreneurs, j'ai été porté à la tête de cette institution sous-régionale, vu que le président de la Cour constitutionnelle a été le secrétaire permanent de l'OHADA pendant des années. Nous avions sollicité l'audience pour quand même lui présenter d'abord l'institution et demander de sages conseils pour la conduite à tenir pour que le Haut Conseil de l'entrepreneur soit visible dans les 17 pays de l'espace OHADA. Donc aujourd'hui, nous l'avions rencontré, nous lui avions présenté l'institution et il nous a conseillé. Il était vraiment très content de la mise en place de cet outil qui est un outil de développement des pays membres de l'OHADA. J'ai expliqué au président que quand nous avions pris service, nous nous sommes rendus compte que c'est un grand outil de développement. Quand vous prenez la plupart des entrepreneurs, ils préfèrent travailler dans l'informel. Mais quand ils sont dans l'informel, ils ne vont pas contribuer comme cela se doit à l'économie nationale. Or, le statut de l'entrepreneur permet à l'entrepreneur quand même de payer l'impôt synthétique. Et si les entrepreneurs, à travers la vulgarisation, la sensibilisation du Haut Conseil des entrepreneurs, si la vendeuse de bouillie qui est à Tchoumi, sur la base du statut de l'entrepreneur, peut quand même faire des prestations à la mairie de sa localité, elle-même, très facilement, elle pourra quand même payer l'impôt synthétique. Donc, nous sommes dit, c'est un outil qui doit quand même accompagner le développement et nous sommes avec nous ici des forêts qui font quand même des expositions. Depuis la mise en place de cette institution, les vice-présidences des autres pays, nous avions créé une plateforme internationale. Quand vous prenez par exemple nos correspondants qui sont au Gabon, au Cameroun, ils nous font appel pour qu'on puisse mobiliser des couturiers ici. Et ceux qui ont des prêt-à-porter là-bas peuvent venir commander des modèles de couture ici que les artisans béninois vont confectionner et ils vont exposer dans ces pays. Quand nous prenons le Burkina, l'agroalimentaire de notre pays est intéressé aux collègues entrepreneurs de ce pays, où les jus et consorts, maintenant, nous créons un partenariat avec les membres du Haut Conseil qui sont là-bas et les acteurs de l'agroalimentaire du Bénin peuvent quand même convoyer facilement leur jus. Donc ça crée quand même de l'économie. L'économie, et ça permettra de développer la sous-région. Elles sont nombreuses, ces superstitions qui ont traversé les âges et qui continuent d'ailleurs de faire parler d'elles dans les cultures africaines, notamment béninoises. Au sein de la masse, la réceptivité ou la croyance à ces superstitions est partagée. Pour les personnes averties, ce sont des interdits à respecter pour ne pas s'attirer la foudre des divinités. Le non-respect de ces croyances ou présages serait donc à la base de beaucoup de maux dont souffrent les hommes. Croyances ou superstitions, ces interdits sont-ils vrais? Nous allons suivre cet élément de réponse. On les a tous déjà entendus une fois ou moins, à un moment ou à un autre de la vie, ces croyances ou présages. On ne puise pas de l'eau la nuit, on ne siffle pas la nuit ou encore, il est interdit de s'asseoir sur une table ou de se laver avec du savon la nuit. Autant de superstitions qui ont bercé l'enfance de plus d'un et qui se transmettent de génération en génération. Alors, les superstitions, c'est un ensemble de croyances fondées ou non fondées que nous percevons de notre environnement, de notre quotidien et qui sont dues à des expériences que nous avons par rapport à tout ce qui nous entoure, de visible comme de non visible. Par exemple, je suis commerçante. Quand je sors, il ne faut pas que je croise un homme. Si je croise un homme, c'est que c'est foutu pour moi, pour les affaires.
chaque société qui crée sa superstition. La superstition, c'est des types de lois qu'on met en place pour pouvoir guider la société, pour pouvoir ordonner la société, pour pouvoir s'entendre sur un certain nombre de choses afin de réguler la société. Ces croyances au présage existent dans toutes les cultures africaines avec des explications variables d'une région à une autre. Des exemples de superstitions, il en a à foison, même si la plupart de ceux qui y croient ignorent vraiment leur signification. Mais si mettons et moi sinon on vit mi bloc molé et donc donc ces amis on qui amis nous nos amis on soupe on a donc oui bon esprit mauvais de voyer là il a quoi donc un bon à compter et si bien présenté mais bon nous on a rien à nous donc donner dit nous les bon y souvenir ça peut être une réalité parce qu'on y croit et à partir du moment où on y croit, on y a foi. Ça peut avoir un impact sur notre comportement, sur notre devenir. Mais pour celui qui n'y croit pas, bien vous comprenez naturellement que ça peut ne pas agir sur sa vie et sur ses comportements. Donc, est-ce qu'il faut y croire? Tout dépend de l'éducation que chacun a reçue, tout dépend de l'environnement dans lequel chacun a évolué. Par exemple, on dit quand vous balayez la nuit, vous serez pauvre. Bon, c'est des questions. Maintenant, reste à savoir si tous ceux qui sont pauvres, c'est des gens qui ont balayé la nuit, ou tous ceux qui sont riches, est-ce que c'est des gens qui n'ont jamais balayé la nuit? Donc, contrairement à ceux-ci, d'autres n'y voient pas d'intérêt. Pour eux, ce sont juste des histoires inventées de toutes pièces par les parents. Les mieux avertis corrigent le tir. Dieu a créé chaque peuple avec ses interdits. Ceux qui ne croient pas à ces interdits vivent sans repère. Le socle sur lequel le monde est assis, c'est ça qu'on appelle interdit. Les interdits protègent contre beaucoup de choses. Lorsque vous respectez vos interdits, la sorcellerie qui sévit ne pourra pas vous faire face facilement. Lorsque vous respectez les interdits, les petites maladies, les maladies qui n'ont pas leur source dans la médecine ne pourront pas vous attaquer. C'est lorsque vous ne respectez pas vos interdits, que vous êtes malade de ci ou de ça, vous tombez dans ci ou de ça, et ça, les malheurs vous frappent. Da Kanlihenon va encore plus loin dans ses explications. Il nous livre ici quelques interdits de ses origines et les conséquences subséquentes. Lorsque vous êtes à Nanou Dokon, comme Da Kanlihenon à Zondekon, chez nous par exemple, la femme que nous avons marié et qui porte notre enfant au dos ne doit pas balayer. Lorsque vous mettez une marmite sur le feu, vous ne devez pas mettre le couvercle à l'inverse pour préparer à votre mari. Ça va le rendre impuissant. Lorsqu'on dit dans notre tradition qu'on ne balaye pas la nuit, c'est l'interdit des Arwanovi ou Lanou parce qu'ils sont des fils de Sakpatat. Vous allez entendre que quelqu'un a versé de l'eau par terre la nuit et le lendemain, tous ses enfants sont malades. Ou quelqu'un a fait accident mortel dans sa maison. Voilà les conséquences. Ces choses arrivent et l'origine de ces mots-là, vous les recherchez ailleurs, alors que c'est dans vos pratiques. À en croire les mieux aguerris sur la question, les superstitions constituent des normes sociales régulant la société et les interactions entre les hommes. Il faut croire à ce genre de choses comme des constructions sociales qui ont valeur éducative. Ces interdictions-là, c'est pour pouvoir éduquer le peuple, c'est pour pouvoir obtenir du peuple un comportement hygiénique. La première fonction, c'est d'éduquer la population à aller peut-être dans le bon sens. Mais en même temps qu'on met en place ces interdits sociaux, on met en place ce que nous appelons en sociologie des formes de mobilisation sociale, des dispositions où on peut aller au-delà de cela sans pour autant heurter
la vérité spirituelle qui est au bout de ces interdictions. Et c'est comme ça que la nuit, quand vous balayez, vous n'acceptez pas et vous ne dites pas que vous balayez. Vous dites simplement, chez moi maintenant, à Bouillé-Boudoum, je suis en train de rechercher mon épingle qui est tombée par terre, c'est ça que je recherche. Ou on dit à go une formule pour demander l'autorisation pour faire ce qu'on a envie de faire. Qu'elles soient fondées ou pas, ces croyances qui traversent les âges contribuent à réguler les comportements en société. Le non-respect de ces interdits serait à la base de bien des maux dont souffrent les humains. Je l'annonçais en début d'édition, conjointement avec les fidèles musulmans, les adeptes de la religion Trompetto-Deka sont également en pleine période de jeûne. Comment s'explique ce fait? Quelle similitude peut-on établir entre ces deux religions? Élément de réponse dans ce reportage de Teddy Goudalo. Premier jour du mois d'avril dans ce temple Trompetto-Deka dans la commune d'Abomey-Calavi. Les fidèles se sont mobilisés pour vénérer l'esprit de leur divinité. C'est une messe particulière à laquelle ces adeptes prennent part en pleine période conjointe de jeûne avec les musulmans. La période de carême dans la communauté Tron en général n'est pas tellement différente du carême du mois du Ramadan musulman. Non, c'est juste que nous pratiquons le carême dans le vaudou. Eux, ils pratiquent le carême dans l'islam. Ouais. C'est les mêmes prescriptions, c'est les mêmes recommandations et c'est les mêmes bénédictions que nous recevons. Ces fidèles Trompetto-Deka pratiquent le jeûne à leur guise tout en respectant les prescriptions établies. C'est un moment de prière pour nous. Ça nous permet de se rassembler les soirs, de prier ensemble, de manger ensemble. Déjà à 6 heures, il faut être au temple, prier. Après manger, c'est tout. Après aller prier au temple encore. À 17h30, 18h, on est déjà ensemble, on prie. Et à 19h, on mange un fruit. Et après, c'est fini. Quand je mange le matin, puis 5h comme ça, là, dans la journée, je ne mange pas, jusqu'au soir. Mais le soir, pour manger, je peux prendre, avant de manger, je peux prendre de l'orange. Avant de manger, les fruits, quoi. Si je prends de l'orange, après ça, je peux manger de la nourriture. Le jeûne dans la communauté Tron n'est donc pas si différent de celui des fidèles musulmans. Selon l'histoire, l'esprit Tron émane de la religion musulmane. Notre esprit adorateur Tron est un esprit musulman en partie. Parce que l'empereur mondial qui nous a fait connaître cette divinité, il est au Ghana. Donc c'est lui qui nous a fait connaître cette divinité et c'est un musulman. C'est pour vous dire par là que nous nous abstenons, d'accord, à nous priver de nos désirs de manger, désirs de boire, désirs publics et autres, dans ces périodes pour demander pardon aux esprits, notamment à la divinité Tron, de nous pardonner parce qu'une année, ça fait 12 mois. Et dans les 12 mois, nous prenons seulement un seul mois pour demander pardon. C'est vrai, c'est peu, mais vu que c'est une prescription, on n'a pas le choix. En attendant de toucher du doigt les grâces qui découlent de ce jeûne, les prescriptions divines continuent d'être respectées chez les adeptes de Trompetto-Deka et fidèles musulmans. Autre volet de l'actualité nationale, élu président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, Barnabas Orokouma, a donné au micro de Canal 3 Bénin quelques explications sur son élection. Il a saisi l'occasion pour dévoiler ses projets pour ce nouveau creuset qui regroupe 46 médias en ligne, toutes catégories confondues. Suivons un extrait de ses propos.
Il faut dire que j'ai présenté un programme de société que j'ai soumis à mes pairs promoteurs des médias en ligne du Bénin. Et dans ce programme, j'ai prévu 3 axes stratégiques que sont l'instauration d'un secrétariat exécutif. Parce que vous savez, la plupart des fêtières, des médias qui existent n'ont pas de secrétariat exécutif, ce qui cause un problème en termes de mémoire des associations, ce qui pose un problème même de succession des fois lorsqu'un mandat finit. Et en plus de cela, nous avons prévu dans notre programme de société également de faire de la formation. Nous sommes dans un domaine où nous utilisons la technologie, où nous utilisons l'Internet comme canal de diffusion de l'information. La technologie avance très vite et notre métier également avance. Il faudra prévoir des formations à l'endroit des membres, la formation à l'endroit des journalistes, des techniciens, à l'endroit de tout le monde afin que nous soyons au top. Alors, après la formation, nous allons œuvrer à agrandir notre association. Il y a 46 médias qui ont eu à signer une convention avec la HAC. Il est question, en plus de ces 46 médias qui constituent aujourd'hui ceux qui doivent appartenir à l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, d'œuvrer pour que les autres qui aujourd'hui n'ont pas les licences légales puissent l'avoir afin de venir s'ajouter à l'équipe qui a démarré ce chemin. Barnabas Sorokouma s'est également prononcé sur les défis à relever dans le secteur des médias en ligne, ainsi que les moyens dont dispose l'Union nationale des médias en ligne du Bénin pour y parvenir. On le retrouve dans cet extrait. Et si nous décidons dans notre plan stratégique numéro 3 d'agrandir nos cercles, c'est que nous voulons lutter contre les imposteurs. Nous voulons lutter contre ceux-là qui ont comme rédaction leur sac. Ceux-là qui tournent sur le terrain avec des téléphones portables et qui sont prêts à prendre 10 000 francs, 20 000 francs pour un travail qui devait normalement coûter au-delà. Nous voulons lutter contre la concurrence déloyale en mettant en place d'abord une grille tarifaire unique. Ça sera un combat que nous allons mener pour que tous les médias en ligne qui sont dans notre union d'abord aient une grille tarifaire unique et nous allons œuvrer pour que nous puissions aller vers les institutions, vers les organismes, vers les ONG pour leur dire si vous avez besoin de couverture médiatique, il faut faire avec les médias qui ont une existence légale. Alors nous avons tous les moyens pour réussir la mission que nous assignons parce que nous sommes des entrepreneurs. Et celui qui parvient à mettre sur pied une entreprise de presse en ligne jusqu'à passer toutes les étapes que la HAC nous a imposées et parvenir à avoir une convention avec la HAC, c'est qu'il est un entrepreneur qui peut réussir. C'est un entrepreneur qui a déjà fait du chemin. Et lorsque de tels entrepreneurs se mettent ensemble, il n'y a pas de question qu'il manque de moyens pour réaliser tout ce qu'on a cité comme action. Donc nous avons cet avantage d'être déjà des entrepreneurs qui savent quitter de zéro pour fournir quelque chose de potable. Donc nous allons mettre chacun sa compétence d'entrepreneur en jeu pour pouvoir parvenir à réaliser nos ambitions. L'autre avantage que nous avons, aujourd'hui, dans le Creuset, au départ, nous sommes une trentaine de médias qui sont aujourd'hui dans l'UNAMEL, télévision en ligne, radio en ligne, presse écrite en ligne. Nous constituons déjà une audience qui est notre premier atout. Donc nous menons les réflexions, nous allons nous mettre ensemble pour désormais proposer cette audience à nos partenaires. Nous allons aller au-delà des prestations et chercher des partenaires techniques et financiers qui travaillent dans le secteur du numérique, qui travaillent dans le secteur de l'information pour leur demander, pour leur soumettre des projets qui vont nous aider à mettre en œuvre au bénéfice de nos membres. Donc je pense que oui, nous avons les moyens. Voilà, c'était à l'instant Barnabas Sorokouma, président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin. Alors, présent dans le département du Mono, où la période pascale coïncide avec des fêtes identitaires, la communauté Wachi a honoré ses retrouvailles autour de l'association dénommée Agbe Signalé, une association qui souffle cette année ses 65 bougies.
Plusieurs activités ont été inscrites au programme des festivités que nous relate ici Narcisse Alossé sur les images de Florent Dehou. Et de 65 pour le vent de fierté qui souffle au sein de la communauté Wati du Bénin d'ailleurs. Agbi signalé un creuset culturel et linguistique qui a encore mobilisé cette année plusieurs centaines de personnes. Et ce dimanche de Pâques, cette association a été confiée à Dieu à travers une célébration eucharistique. Pour les siècles des siècles. Pâques veut dire vie. Abbé. Et vous voyez que c'est vraiment heureux que le jour de Pâques, qui signifie vie, qu'on puisse se retrouver entre frères et sœurs dans l'association Abbé Signalé. Pour une association vieille aujourd'hui de 65 ans, la philosophie qui l'entoure, elle, n'a connu aucune ride. Un espace culturel et linguistique qui fait la promotion du Wati comme langue, qui fait la promotion du Wati comme culture, comme manière d'être et manière de faire. Une proclamation, une réclamation de l'identité Wati dans le concert des nations. Le Wati doit vivre aux côtés des autres, mais doit s'affirmer. S'affirmer à travers ses traits identitaires et au cours de ces festivités, une partie du riche répertoire culturel des Wati a été présentée sous le regard admiratif de l'assistance. Un peuple qui ignore sa culture, un peuple voué à l'échec. Nous aujourd'hui, communauté Wati, à travers l'association Abbé Signalé, nous avons comme leitmotiv de promouvoir notre culture. Nous allons demander tout simplement à nos frères, nos sœurs, nos parents, que nous soyons un. C'est dans l'unité que nous allons construire, nous allons développer cette communauté. Pour l'union voulue, un nouveau pas a été franchi cette année avec la présence de la diaspora dont des délégations sont venues du Togo, du Ghana, des États-Unis et de bien d'autres coins de la planète. C'est une grande fierté pour nous. Tous les cas sont avec nous, si vous les voyez. Ceux qui étaient réticents, on a tout fait, ils sont tous revenus. Je demande à Dieu de continuer à souffler en nous afin que nous continuions toujours à nous comprendre, quelles que soient les divergences. Des hommages ont été rendus aux anciens présidents de l'association avec des présents en guise de souvenir. 24 heures plus tôt, une innovation rééditée. Une marche de cœur sur 7 km, suivie d'une séance de dépistage au diabète. On ne peut quand même pas fêter tout le temps sans contrôler un peu son état de santé. Donc c'est pour ça que nous l'avons institué. Œuvrer pour un corps sain dans un esprit sain afin de mieux affronter les défis de la vie. Sport, santé, culture, réjouissance, mais aussi des moments de réflexion avec des conférences débats sur les perspectives ont meublé le programme de cette 65e édition d'Agbi Signalé. Et parlant des fêtes d'identité, il y a également Gogo, une fête organisée à l'échelle de Boup, de l'arrondissement de Bopa, pour célébrer la fraternité. Les festivités se sont déroulées sur une semaine avec l'apothéose ce dimanche et c'était la 65e édition. Retour ici sur les temps forts de la célébration avec Narcisse Alossé. Depuis 1959, et la tradition est respectée jusqu'à aujourd'hui autour de la fête Gogo ici à Bopa. Drapés des couleurs choisies cette année pour leur fête, les filles et fils de Bopa ont encore sonné la grande mobilisation pour célébrer la fraternité. La fête Gogo représente pour nous un creuset de retrouvailles pour taire nos querelles, pour régler les petits différends, puisque ça existe toujours. Dans une communauté de 2 personnes, il y a toujours des problèmes. Donc nous avons choisi ce moment précieux du Christ pour manifester nos joies et taire nos querelles. Taire les querelles et une semaine durant, ils se sont retrouvés autour des idéaux de paix et de concorde pour affronter ensemble les défis de développement de leur localité. Et dans les activités inscrites au programme, il y a eu des innovations. Nous avons toujours pensé faire développer l'art culinaire du terroir, mais on n'y est jamais arrivé de façon pratique. Cette année, nous avons vu la réalité de l'art culinaire de notre terroir. Il y a des mets qui nous sont chers, qui sont en train de disparaître, que nous avons ressuscités.
comme le Galipono, le Koueta, le Azinka et le Tegokaklo, le Onya, pour ne citer que ceux-là. Pour la touche particulière apportée cette année, un clin d'œil a été fait au volet sportif aussi. Nous avons voulu pour faire émerger la jeune génération. Parce que toutes les fois, à toutes les éditions, c'est les seniors qui jouent. Nous avons dit non, il faudrait quand même une relève. Et c'est les U17 qui ont joué contre les seniors. Aux côtés du football, bien d'autres jeux traditionnels ont meublé cette 65e édition de la fête Go-Go. 4, 5. Une édition qui, comme c'est de coutume, a été placée sous la bénédiction divine à travers une messe d'action de grâce. Parlons sport à présent. Quelques jours seulement après son double sacre à Accra, lors des 13e Jeux africains dans la discipline bras de fer sportif, Marie-Rose Laleye a effectué son retour à l'entraînement. C'était samedi dernier à l'université d'Abomey-Calavi où se situe le camp de base de bras de fer sportif du Bénin. Pour son retour, l'Association nationale de bras de fer sportif lui a réservé un accueil à la hauteur de sa performance au Ghana pour porter en triomphe le Bénin, le drapeau béninois aux Jeux africains. Nous allons suivre. 2 médailles d'or décrochées aux Jeux africains d'Accra 2023 et voici l'accueil réservé à Marie-Rose Laleye par les siens. Une semaine après les 13e Jeux africains, la championne d'Afrique est de retour à l'université d'Abomey-Calavi où se trouve leur camp de base. De Zogbadia à son terrain d'entraînement, elle est accompagnée par une caravane avec de l'animation, un public mixte composé de ses coéquipiers de club et d'autres passionnés du bras de fer sportif. Tout le peuple béninois, je remercie les ferristes, je remercie la Fédération béninoise de bras de fer pour cet accueil, pour cet honneur. C'est vraiment énorme. Cela me pousse vraiment à être encore plus déterminée, à vraiment poursuivre ce rêve d'athlète de bras de fer sportif. Nous devons célébrer nos champions, nous devons les louer, nous devons les magnifier de façon à ce qu'ils ne veuillent plus jamais reculer, à ce qu'ils cherchent à aller toujours plus loin. Parce que pour moi, je sais qu'après cet accueil, Phénix, dans les prochaines compétitions internationales, saura ce qu'il attend et devra travailler assez dur pour pouvoir maintenir sa place. Moment de gaieté entre la championne d'Afrique, désormais médaille des Jeux africains, et ses coéquipiers. Marie-Rose Laleye a également suivi la séance de ses partenaires. Voilà, c'est bon. J'ai été qualifiée directement pour la Coupe du Monde en Moldavie. Et je vais continuer avec les entraînements, mais je vais encore plus maximiser parce que ce qui s'était passé en Arabie m'a beaucoup touché. Du coup, je vais plus donner plus de moi-même et donner plus de performances là-bas. Les 2 médailles en or qu'elle a remportées au cours de cette échéance continentale ont permis au Bénin de se classer pour la première fois sur la liste des records de médailles après plus de 50 ans que les Jeux africains sont organisés. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Et surtout, des bonnes fêtes de lundi de Pâques à chacun et à tous.